Et si je vous disais que cette fameuse léthargie du brochet, c'est une excuse? Une excuse que 9 pêcheurs sur 10 se donnent pour justifier un capot. On a tous connu ça. Une journée froide, un vent glacial, et pas une seule touche. On rentre à la maison en se disant « il n'était pas actif aujourd'hui ». Mais la vérité est souvent bien plus simple et bien plus dérangeante. Aujourd'hui, on va parler de vitesse. Pas de la vitesse de votre bateau, mais de celle de votre leurre. Et je vais vous prouver que vous pêchez probablement beaucoup, beaucoup trop vite. Restez avec moi et vous découvrirez pourquoi ralentir va changer radicalement le nombre de vos touches, surtout avec les gros poissons méfiants. C'est une vérité que peu de gens osent admettre, mais qui va transformer vos prochaines sorties. D'ailleurs, pour commencer, soyez honnête et dites-moi en commentaire. Quelle est votre vitesse de récupération par défaut? Rapide, moyenne ou vraiment, vraiment lente? Depuis des décennies, on nous martèle la même chose. Pour déclencher une attaque de brochet, il faut provoquer une réaction. On parle de réaction strike. L'idée, c'est de faire passer un leurre si vite et de manière si erratique devant son nez qu'il n'a pas le temps de réfléchir. Il mord par pur réflexe, par agacement, par instinct territorial. Et ne nous mentons pas, cette technique fonctionne. Parfois. Sur des poissons actifs, en pleine chasse, dans des conditions optimales. Mais combien de jours dans l'année sont vraiment optimaux? Très peu. La plupart du temps, on fait face à des poissons économes, méfiants, qui ont tout leur temps. Le problème, c'est que cette habitude de la vitesse s'est ancrée en nous. Quand rien ne mord, quel est notre premier réflexe? On accélère. On se dit qu'en couvrant plus de terrain plus vite, on va bien finir par tomber sur un poisson mordeur. C'est une erreur fondamentale, une sorte de panique du pêcheur qui conduit tout droit à l'échec. On pêche avec nos nerfs, notre impatience, au lieu de pêcher avec la tête du poisson. Commençons par la base, le métabolisme du brochet. Le brochet est un animal à sang froid. Sa température corporelle, et donc son niveau d'activité, dépend directement de la température de l'eau. Quand l'eau est froide, en hiver par exemple, son système digestif ralentit, ses mouvements sont plus mesurés. Il entre dans un mode d'économie d'énergie. Il ne va pas se lancer dans une course-poursuite effrénée pour un repas incertain. Pensez à vous en plein hiver. Avez-vous envie de courir un 100 mètres pour attraper votre sandwich? Non, vous préférez quelque chose de facile, de proche. Pour le brochet, c'est exactement pareil. Un leurre qui passe à toute vitesse, c'est l'équivalent d'un marathon. Il le voit, il l'analyse peut-être une fraction de seconde, et il le laisse passer. Ce n'est pas qu'il n'a pas faim, c'est juste que le calcul coût-bénéfice est négatif. Dépenser une quantité énorme d'énergie pour une proie qui file comme une fusée est une mauvaise décision biologique. Ignorer cette réalité physiologique, c'est comme essayer de pêcher à la mouche en pleine tempête. Vous luttez contre la nature même du poisson. Maintenant, parlons de l'impatience, notre pire ennemi au bord de l'eau. Imaginez la scène. Vous êtes arrivé sur un super poste, une belle pointe rocheuse avec des herbiers. Vous êtes confiant. Vous faites votre premier lancer avec un beau swim-bet. Vous le ramenez, une belle animation, vitesse moyenne, rien. Deuxième lancer, rien. Au bout du 10e lancer, que se passe-t-il dans votre tête? L'ennui s'installe, le doute. Vous commencez à mouliner plus vite, presque inconsciemment. Vous voulez juste que le leurre revienne pour pouvoir relancer ailleurs, pour changer de couleur, pour faire quelque chose. Ce besoin d'action est un piège. On a l'impression que si on ne bouge pas, on ne pêche pas. C'est faux. La pêche, surtout pour le brochet léthargique, est un jeu de patience. Cette accélération, dictée par notre propre frustration, est exactement le contraire de ce qu'il faut faire. Vous ne faites qu'éloigner encore plus les chances d'une touche. Le poisson, en bas, qui observait peut-être votre leurre depuis le début, voit soudain cette proie potentielle paniquer et s'enfuir. Le signal est clair. Alerte, danger, ce n'est pas une proie facile. Et il retourne à son apathie. Entrons dans le vif du sujet. La notion de proie facile. Un grand brochet est un prédateur expérimenté. Il a survécu pendant des années en faisant des choix judicieux. Son objectif n'est pas de chasser pour le plaisir, mais de s'alimenter en dépensant le moins d'énergie possible. Qu'est-ce qu'une proie facile dans la nature? C'est un poisson blessé, malade ou désorienté.
Et comment se comporte un poisson blessé? Il ne nage pas vite et en ligne droite. Il a des mouvements lents, erratiques, entrecoupés de longues pauses. Il coule, il flotte, il est imprévisible mais lent. Votre leurre doit imiter cela. Une récupération ultra lente, avec des arrêts complets, envoie un message clair au brochet. Je suis un repas facile, tu n'auras pas à faire d'efforts. C'est une invitation à table. Un leurre qui sprinte, au contraire, envoie le message. Je suis en pleine forme, tu vas devoir te battre pour m'avoir. Face à ce choix, un brochet économe, surtout un gros spécimen, choisira toujours la première option. C'est une question de survie et d'optimisation. Votre travail de pêcheur n'est pas de défier le brochet, mais de lui servir le repas sur un plateau. Parlons concrètement de la pause. Le stop and go. C'est sans doute la technique la plus sous-estimée et la plus puissante. Mais quand je dis pause, je ne parle pas d'une demi-seconde. Je parle d'une vraie pause. 1, 2, 5, voire 10 secondes d'immobilité totale. Essayez l'exercice la prochaine fois. Lancez votre leurre, un jerkbait suspending par exemple. Donnez 1 ou 2 coups de sion, puis posez votre canne et comptez lentement dans votre tête. 1, 2, 3. C'est long, c'est presque insupportable. Votre cerveau vous hurle de reprendre l'animation. Résistez, c'est pendant cette immobilité que tout se joue. Un brochet suiveur, intrigué mais pas encore décidé, va s'approcher. Il va détailler votre leurre. Est-ce un piège? Est-ce vraiment une proie? Cette pause lui donne le temps de prendre sa décision. Et très souvent, l'attaque survient soit à la fin de la pause, soit juste au moment où vous redémarrez l'animation. Le redémarrage agit comme le dernier soubresaut d'une proie agonisante. C'est le déclencheur final. La plupart des pêcheurs font des pauses trop courtes. Ils n'exploitent pas cette fenêtre de décision cruciale. Cette logique de la lenteur ne s'applique pas qu'aux leurres dures. Prenons le cas d'un gros shad en linéaire. L'approche classique, c'est de lancer et de ramener en sentant bien la caudale vibrer. C'est efficace, mais c'est une approche standard. Pour un poisson éduqué ou apathique, c'est un signal d'alarme. Essayez plutôt ceci. Lancez, laissez votre shad toucher le fond. Puis, faites 1 ou 2 tours de manivelle très lentement, juste assez pour que le leurre décolle du fond et que la caudale commence à peine à onduler. Puis, arrêtez tout. Laissez-le redescendre sur le fond, bannière semi-tendue pour sentir la moindre touche, qui sera souvent très subtile. Attendez quelques secondes au fond et recommencez. Vous pêchez ainsi beaucoup plus lentement, mais vous explorez la couche d'eau cruciale, près du fond, là où les brochets se postent. Vous imitez une proie qui fouille le substrat. C'est une présentation beaucoup plus naturelle et bien moins agressive. Vous ne pêchez plus en 2 dimensions, mais en 3 dimensions, en jouant sur la verticalité. C'est plus technique, ça demande de la concentration, mais les résultats sont incomparables sur les poissons difficiles. Il y a un aspect psychologique très important à surmonter. Pêcher lentement, c'est contre-intuitif et ça peut être ennuyeux. On a l'impression de perdre son temps. On se dit qu'on pourrait faire 10 lancers rapides dans le même temps qu'un seul lancer lent. Mais la pêche n'est pas une question de quantité de lancers, mais de qualité de présentation. Il faut se forcer, consciemment. Un petit truc. Mettez un chronomètre sur votre téléphone. Lancez-vous le défi de faire durer votre récupération 1 minute, puis 1 minute 30. Vous serez surpris de voir à quel point c'est difficile au début. Une autre astuce est de vous concentrer sur votre environnement, pas seulement sur votre leurre. Regardez les oiseaux, le mouvement de l'eau. Détachez-vous de ce besoin frénétique d'action. En acceptant le rythme lent de la nature, vous synchroniserez votre pêche avec le rythme du poisson. C'est une sorte de méditation. Au début, c'est un effort. Puis, ça devient une seconde nature. Et quand vous aurez pris votre premier gros poisson sur une pause de 15 secondes, vous comprendrez que vous avez franchi un cap. Vous ne pêcherez plus jamais de la même manière. Visualisons l'attaque qui n'a pas eu lieu. Votre leurre, un beau chatterbait, passe à 1 mètre au-dessus d'un brochet de 90 cm, camouflé dans les herbiers. Vous le ramenez à une vitesse correcte, la lame vibre bien, tout semble parfait. Le brochet lève la tête. Son cerveau analyse en 1 milliseconde, proie, vitesse, élevée, trajectoire, rectiligne, distance à parcourir, 1,50 m, effort requis, important, chance de succès, moyenne, décision, non, ça ne vaut pas le coup, et il ne bouge pas d'une écaille. Vous, dans votre bateau, vous n'avez rien vu, rien senti.
Pour vous, il n'y avait pas de poisson à cet endroit. Maintenant, refaisons la scène, même l'heure, même poste. Mais cette fois, vous le ramenez très lentement, en le faisant presque sursauter sur place. Soudain, vous faites une longue pause. Le leurre coule doucement vers le fond, sa jupe ondulant. Le cerveau du brochet analyse à nouveau proie, vitesse, nul, trajectoire, descendante, vers moi, distance à parcourir, 50 cm, effort requis, minimal, chance de succès, quasi totale. La décision est instantanée. C'est une opportunité qui ne se représentera pas. Il ouvre la gueule et aspire le leurre. Vous sentez un toc lourd dans la canne. Voilà la différence. Cette philosophie s'applique aussi aux pêches de surface. Un stickbait travaillé à toute vitesse, en walking the dog frénétique, est excellent pour l'agressivité. Mais que faire quand les poissons ne montent pas? Ralentissez. Faites marcher votre leurre sur 1 mètre, puis arrêtez-le complètement. Laissez-le flotter, immobile, pendant 10, 20, même 30 secondes. Un brochet posté en dessous a tout le temps de le voir, de monter doucement juste en dessous pour l'inspecter. Il attend. Il se demande ce qu'est cette chose. La moindre petite vaguelette, le moindre souffle de vent qui fait bouger le leurre peut être le déclencheur. Parfois, l'attaque est une énorme explosion en surface. D'autres fois, c'est juste un gobage discret, un slurp. Sans cette longue pause, le poisson n'aurait jamais eu le temps de monter et de se décider. On pense souvent que la pêche de surface doit être rapide et bruyante. C'est une erreur. Les plus belles attaques en surface sont souvent le résultat d'une patience extrême et d'une immobilité presque totale. C'est le summum du jeu du chat et de la souris. N'oublions pas le facteur de la méfiance, surtout sur les plans d'eau avec une forte pression de pêche. Les gros brochets ne sont pas devenus gros par hasard. Ils ont vu passer des centaines, des milliers de leurres. Ils ont appris à reconnaître les signaux de danger. Un leurre qui se déplace de manière mécanique, à vitesse constante, est un signal suspect. C'est artificiel. Dans la nature, rien ne se déplace de manière si parfaite. En variant constamment votre vitesse, en passant de l'ultra-lent à une brève accélération, puis à un arrêt complet, vous cassez cette mécanique. Vous introduisez le doute dans l'esprit du poisson. Votre leurre devient imprévisible, et donc plus crédible. Il ne ressemble plus aux milliers d'autres leurres qu'il a déjà vus passer. La lenteur et les pauses sont vos meilleures armes pour déjouer la méfiance des poissons éduqués. Un pêcheur qui sait maîtriser les différents rythmes de récupération aura toujours une longueur d'avance sur celui qui se contente de lancer et ramener de la même façon toute la journée. C'est la différence entre un pêcheur lambda et un expert. Un exemple personnel me vient en tête. C'était une journée d'automne glaciale sur un grand lac. Aucune touche pendant des heures. Mon partenaire et moi avions tout essayé. Shad, jerkbait, spinnerbait, rien. Par pur dépit, en ramenant mon gros shad, j'ai eu un appel téléphonique. J'ai calé la canne sous mon bras et j'ai commencé à parler, en oubliant complètement ma pêche. Mon leurre est donc resté immobile, posé sur le fond, à 20 mètres du bateau, pendant au moins 2 minutes. Quand j'ai raccroché, j'ai repris ma canne et j'ai juste décollé le leurre du fond en donnant un tour de manivelle. Et là, une touche monumentale. Un poids mort, lourd. Après un beau combat, c'était un brochet magnifique, bien plus d'1 mètre. Ce poisson n'a pas mordu sur une animation, il a mordu sur une non-animation. Il était probablement posté juste à côté du leurre depuis plusieurs minutes à l'observer. Le simple fait de le décoller a déclenché l'attaque. Cette expérience a été une révélation. Parfois, la meilleure chose à faire, c'est de ne rien faire du tout. Laisser le temps et la curiosité du poisson faire le travail. Le choix du matériel peut aussi vous aider à ralentir. Utiliser un moulinet avec un ratio plus faible, par exemple. Un ratio de 5:1, au lieu d'un ratio de 7 ou 8:1, vous obligera mécaniquement à ramener plus lentement pour obtenir la même vitesse de leurre. C'est une aide psychologique et physique. De même, une canne plus souple, moins fast, peut vous inciter à des animations plus douces, moins saccadées. L'utilisation d'une tresse plus fine peut permettre à votre leurre de couler plus vite et de mieux travailler à faible vitesse. Pensez aussi au poids de votre tête plombée. On a tendance à vouloir pêcher lourd pour bien sentir le fond. Mais une tête plombée plus légère
obligera votre leurre à planer davantage lors des pauses. Ce temps de chute prolongé est souvent un moment clé pour déclencher les touches. Adaptez votre matériel non pas pour lancer plus loin ou combattre plus fort, mais pour mieux présenter votre leurre lentement. C'est un changement de paradigme complet dans la sélection de votre combo. La finesse peut rapporter bien plus gros que la puissance brute. Il faut aussi parler de la perception du brochet. Son organe sensoriel principal, en plus de sa vue, est sa ligne latérale. Elle lui permet de détecter la moindre vibration dans l'eau. Un leurre rapide crée une vibration forte, continue et facile à localiser. C'est un signal clair, mais un leurre lent ou à l'arrêt n'émet presque rien. Puis, lors d'un léger redémarrage, il émet une vibration subtile, une signature discrète. C'est beaucoup plus intriguant pour un prédateur. C'est le son d'une proie qui ne se méfie pas, qui est vulnérable. Pensez au silence d'une forêt. Un craquement de branches attire bien plus l'attention qu'un bruit de fond constant. Pour le brochet, c'est pareil. Il est habitué au bruit des leurres rapides. Surprenez-le avec le silence d'une pause. C'est dans ce quasi-silence vibratoire que sa curiosité sera piquée au vif. Vous ne jouez plus sur son agressivité, mais sur son instinct de prédateur curieux et opportuniste. Vous lui présentez une énigme, pas une provocation. Cette approche est particulièrement dévastatrice dans les eaux claires. Quand un brochet peut voir votre leurre de loin, il a tout le temps de l'analyser. Si le leurre passe trop vite, il n'a que quelques secondes pour se décider. Souvent, la décision est de ne rien faire. Mais si votre leurre arrive de loin, lentement, en marquant des pauses, vous donnez au brochet le temps de s'y intéresser. Il peut le suivre sur plusieurs mètres. Il va se rapprocher, s'éloigner, tourner autour. Il est en phase d'évaluation. C'est un moment de tension incroyable pour le pêcheur qui voit ce manège, souvent avec des lunettes polarisantes. La clé est de ne pas paniquer. Ne changez rien à votre animation. Continuez vos pauses, vos légers twitches. Le brochet finira par être convaincu que cette proie est réelle et inoffensive. C'est souvent à ce moment-là, quand le leurre est presque à vos pieds, que l'attaque se produit. Une récupération rapide en eau claire est le meilleur moyen de faire fuir un poisson suiveur. La lenteur, au contraire, transforme sa méfiance en engagement. Le concept de la zone de frappe est essentiel. C'est la bulle imaginaire autour du brochet dans laquelle il est prêt à attaquer. Quand il est très actif, cette zone est grande. Il peut faire plusieurs mètres pour saisir une proie. Mais quand il est léthargique, cette zone de frappe se réduit considérablement. Elle peut ne faire que quelques dizaines de centimètres autour de sa gueule. Si votre leurre passe à 1 mètre de lui, c'est déjà trop loin. Il est hors de la zone. En pêchant lentement et en insistant sur les postes marqués, vous augmentez mathématiquement la probabilité que votre leurre passe plus de temps à l'intérieur de cette zone de frappe réduite. Un lancer rapide traverse cette zone en une fraction de seconde. Un lancer lent, avec des pauses, peut y rester plusieurs secondes, voire des dizaines de secondes. Vous multipliez vos chances de manière exponentielle. Il ne s'agit plus de couvrir un maximum de surface, mais de pêcher parfaitement une toute petite surface. C'est un travail de chirurgien, pas de bûcheron. Même les leurres conçus pour la vitesse, comme les spinnerbaits ou les crankbaits, peuvent bénéficier d'une approche lente. Pour un spinnerbait, essayez la technique du slow rolling. Il s'agit de le ramener le plus lentement possible, en sentant à peine les palettes tourner. Le leurre ondule doucement juste au-dessus du fond ou des herbiers. C'est une présentation beaucoup plus subtile. Pour un crankbait, au lieu d'une récupération linéaire, essayez de le faire taper sur le fond, puis faites une pause. Un crankbait flottant va alors remonter lentement vers la surface. Cette remontée est un déclencheur redoutable. Vous pouvez aussi simplement arrêter de mouliner et laisser le crankbait suspendu dans la colonne d'eau s'il est de type suspending. Adapter ces leurres actifs à une pêche plus passive est un signe de grande maîtrise technique. Vous sortez des sentiers battus et vous présentez au poisson quelque chose qu'il n'a probablement jamais vu, même avec un leurre très commun. C'est l'intelligence du pêcheur qui fait la différence, pas seulement le leurre. Le vent peut être votre meilleur allié pour ralentir. Par temps venteux, au lieu de lutter contre les éléments, utilisez-les. Faites une dérive en bateau ou en float tube. Lancez votre leurre et laissez simplement la dérive animer le leurre pour vous. Gardez juste le contact avec la bannière. Le leurre va se déplacer à la vitesse du bateau, de manière très naturelle, en suivant les contours du fond. C'est la forme ultime de la pêche lente.
vous pouvez vous concentrer uniquement sur la détection des touches. Cette technique est mortelle avec des montages comme le drop shot pour le cendre, mais elle est tout aussi valable pour le brochet avec un gros shad sur une tête plombée légère. Vous présentez votre leurre de la manière la plus discrète et naturelle qui soit. C'est le vent qui pêche pour vous. Il faut juste accepter de ne pas avoir le contrôle total et faire confiance au processus. C'est une autre façon de lâcher prise et de laisser la nature faire son œuvre. Un autre mythe à déconstruire est celui de la taille du leurre. On dit souvent gros leurre, gros brochet, c'est vrai. Mais on oublie de dire gros leurre, récupération lente. Un énorme swimbait de 25 cm ramené à toute vitesse est totalement irréaliste. Aucune proie de cette taille ne se déplace aussi vite, sauf si elle est poursuivie. En ramenant un si gros leurre très lentement, en le faisant onduler sur place, vous imitez un gros poisson malade ou mourant. C'est le jackpot pour un grand brochet. Un repas maximal pour un effort minimal. La lenteur rend les gros leurres beaucoup plus crédibles et donc beaucoup plus efficaces. N'ayez pas peur d'utiliser des leurres de taille impressionnante, mais associez-les impérativement à un rythme d'animation qui correspond à leur gabarit. La cohérence entre la taille, la forme et la vitesse de votre imitation est la clé pour tromper les poissons les plus expérimentés. Un gros leurre rapide est une anomalie, un gros leurre lent est une promesse de festin. La couleur de l'eau a aussi son importance. Dans une eau très teintée, le brochet chasse principalement grâce à ses autres sens, notamment sa ligne latérale. Une récupération rapide et vibrante peut l'aider à localiser votre leurre. C'est l'un des rares cas où la vitesse peut être un atout. Mais même là, une vitesse modérée avec des pauses peut être supérieure. La pause permet aux vibrations de s'arrêter, ce qui peut intriguer le poisson. Il va se rapprocher pour comprendre pourquoi le signal a cessé. En revanche, dans une eau claire à moyennement claire, où la vue est le sens dominant, la vitesse est presque toujours votre ennemi. Le poisson a tout le loisir de voir que votre leurre est un faux. Une animation lente, qui lui donne le temps d'observer sans pour autant lui permettre de déceler le subterfuge, est bien plus indiquée. Adaptez donc votre vitesse non seulement à l'humeur supposée du poisson, mais aussi aux conditions de visibilité. C'est un paramètre de plus dans l'équation complexe de la pêche. Finalement, il s'agit de changer complètement votre état d'esprit. Arrêtez de penser que vous devez attaquer l'eau. Pensez plutôt que vous devez séduire le poisson. La séduction, ce n'est pas la force brute, c'est la subtilité, la suggestion, la patience. Votre leurre n'est pas un missile, c'est un appât. Votre objectif est de le rendre si désirable, si facile, si crédible, que le brochet ne puisse tout simplement pas y résister. Cela demande de la confiance en sa technique et en son poste. Il faut croire que le poisson est là, même s'il ne mord pas immédiatement. Et il faut avoir la discipline de rester lent et méthodique, même quand l'impatience vous ronge. Chaque lancer doit être une histoire que vous racontez au poisson. Une histoire de vulnérabilité, de lutte, de vie et de mort. Une histoire lente. Car les prédateurs, comme les bons lecteurs, savent prendre leur temps pour savourer une bonne histoire avant d'en dévorer la fin. En conclusion de cette partie, la vitesse n'est pas juste un réglage de votre moulinet. C'est l'élément central de votre stratégie. Trop de pêcheurs se concentrent sur la couleur du leurre, la marque, le modèle, et oublient que le meilleur leurre du monde, présenté à la mauvaise vitesse, ne prendra jamais rien. La prochaine fois que vous serez au bord de l'eau, avant de faire votre premier lancer, prenez une seconde pour observer. Regardez la vitesse à laquelle les feuilles mortes dérivent, la lenteur avec laquelle un nuage passe. La nature est rarement frénétique. Essayez de caler votre pêche sur ce rythme. Votre vitesse de récupération devrait être un choix conscient, délibéré, adapté aux conditions, et non un réflexe hérité de l'impatience. Osez pêcher si lentement que ça vous semble ridicule. Osez faire des pauses si longues que vous pourriez boire un café entre 2 tours de manivelle. C'est en allant à l'encontre de vos instincts que vous trouverez les poissons que les autres ne trouvent pas. Donc, pour résumer, le brochet n'est pas toujours ce monstre d'agressivité qu'on imagine. C'est le plus souvent un opportuniste, un calculateur qui pèse le pour et le contre avant chaque dépense d'énergie. Et votre leurre qui file à toute allure à travers son salon n'est tout simplement pas une bonne affaire pour lui. Le vrai changement de mentalité, le fameux déclic, c'est de comprendre que votre patience est une arme bien plus puissante que l'action de votre canne.
Le meilleur animateur, c'est souvent celui qui ne fait presque rien. L'immobilité, la pause, la lenteur extrême, voilà les vrais secrets pour décider les poissons les plus difficiles et les plus gros. C'est en présentant une proie qui semble à l'agonie que vous deviendrez un prédateur redoutable. Merci infiniment d'avoir regardé cette vidéo jusqu'au bout. Si elle a bousculé quelques-unes de vos certitudes, le plus grand service que vous puissiez me rendre, c'est de mettre un gros pouce bleu. Abonnez-vous pour ne pas rater les prochains conseils qui, je l'espère, continueront de remettre en question les vieilles habitudes. Et maintenant, la vraie question pour vous. La prochaine fois que vous serez au bord de l'eau, dans le froid, et que rien ne mordra, aurez-vous la discipline de ralentir au point que ça vous paraisse absurde? Racontez-moi en commentaire votre plus belle prise sur une animation que les autres auraient jugée beaucoup trop lente. J'ai hâte de vous lire.